31 décembre 2015, le président de la République vient donc de parler à la nation, la traditionnelle adresse du président face au peuple donc qui remet et qui reprend en selle comme ça l'année 2015 telle que vécue. Il présente également les perspectives. Merci donc à vous de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Et pour décrypter à chaud ce discours-là, nous sommes avec des personnalités qui vont nous accompagner, nous permettre de comprendre davantage les non-dits et les dits du président de la République, Paul Biya, pour donner le ton, la voix et surtout le regard de CamNews 24 à ces discours du 31 décembre 2015. Nous accueillons Thierry Niopé, qui est journaliste à CamNews 24. Bonsoir Thierry et bienvenue. Bonsoir Thierry, bonsoir également aux téléspectateurs de Kinos Télévision. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans la posture de l'invité. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons partager justement ce plateau avec vous pour discourir autour des grandes lignes de l'adresse du chef de l'État à la nation. C'était une adresse suffisamment importante et elle mérite justement que l'on s'y apésantisse. CamNews 24 donc s'attelle à reprendre, à remettre au scanner ce discours. Alors Thierry, on commence par le ton, puisque lorsqu'on parle de discours, le ton démontre de la solennité et surtout de l'intérêt. Comment avez-vous trouvé le président de la République dans sa posture de chef de l'État ? Il n'a pas failli. Il n'a pas failli. Justement, on s'attendait à avoir un homme suffisamment à l'aise. Il nous a montré une fois de plus qu'il était suffisamment à l'aise et très au fait des sujets qui ont meublé, les sujets majeurs qui ont meublé l'année 2015. Il a parcouru un certain nombre de sujets, notamment des sujets qui ont trait à la sécurité. D'ailleurs, tout le monde savait qu'il allait revenir justement sur ces éléments-là avec les incursions sans cesse répétées de la secte négationniste Boko Haram. Il est revenu là-dessus. Il est également revenu sur la situation macroéconomique du Cameroun en général, notamment parce que n'oublions pas que la situation, la crise qui a été provoquée par les insurrections de Boko Haram ont quand même eu un impact sur la vie en général au Cameroun et sur l'économie de manière particulière. Heureusement que cela n'a pas empêché quand même au gouvernement de travailler notamment au niveau de la création des emplois. Il est revenu sur un certain nombre de défis. En tout cas, si vous le permettez, on reviendra de long en large là-dessus. Arrêtons-nous donc sur l'aspect sécuritaire. On a vu le président de la République qui a salué la grande diplomatie militaire du Cameroun avec le Tchad, le Nigeria, la France et bien d'autres pays. Il a également salué la mobilisation des populations qui ont fait cet effort de guerre-là. Votre regard également sur cet aspect du discours de rendre hommage, le président de la République dont on disait très absent lorsqu'on rend hommage à ces hommes, ces vaillants soldats qui mènent la guerre contre Boko Haram. Justement, les gens l'ont dit parfois à raison. On ne se serait attendu à voir quand même le chef de l'État sur le terrain de l'action, notamment à l'extrême nord. On serait attendu à le voir de l'autre côté, comme il avait fait d'ailleurs, je crois en 2013, quand la digue de Maga avait cédé, on aurait souhaité l'avoir sur ce terrain. Malheureusement, il était sur d'autres terrains. Il était également à l'extrême nord, en esprit, parce qu'en réalité, le chef de l'État, disons-le, travaille où qu'il soit, où qu'il s'y trouve. Il a beaucoup travaillé d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'il a salué la coopération multinationale avec l'appui de la Russie, avec l'appui de la France, avec l'appui des États-Unis. N'oublions quand même pas qu'il y a 300 militaires américains sur le sol camerounais qui travaillent justement dans le cadre du renseignement prévisionnel. Et on voit d'ailleurs peut-être que cet apport a été salutaire parce que Boko Haram quelque part a été poussé dans ces derniers retranchements. Beaucoup plus, le président Boari a évoqué encore la situation, je crois le 23 décembre dernier. Boko Haram a été obligé de se replier dans son fief de Borno, du côté de Nigeria. Donc c'est grâce à cette coopération multinationale-là, il a également salué l'apport des pays frères et amis, notamment le Nigeria, avec qui nous partageons une très longue frontière. Il a également salué l'entrée en scène de l'armée tchadienne qui a joué un grand rôle justement dans
la lutte ou dans la bataille décisive contre la secte négationniste Boko Haram. En réalité, ce sont des éléments suffisamment importants qui nous ont permis de comprendre quand même que le chef de l'État a suffisamment la maîtrise d'un certain nombre de choses, parce que la diplomatie quand même, si on a réussi à arriver jusque-là, c'est parce que la diplomatie camerounaise a été avant-gardiste, et je crois que cela mérite d'être souligné avec beaucoup d'intérêt. Il a même salué l'apport des Camerounais sur le plan national et même international, qui ont, à travers ce qu'on avait appelé il y a encore quelques mois, l'effort de guerre. Oui. Et il a salué justement cet effort-là, et c'est également lieu pour nous un autre aspect qu'on regarde dans ce discours, le président de la République, dont on dit très souvent ne pas faire le bilan. Il a fait une annonce pour l'emploi. Il a parlé de 337 660 emplois créés par rapport à 2014. C'est un bilan fort. Aujourd'hui, on peut être crédible avec ces chiffres-là que le président de la République donne. C'est vraiment vrai que les observateurs diront d'où prend-il ces chiffres, ces données, mais toujours est-il que nous, on n'entrera pas dans cette polémique, on s'en tient aux éléments qui ont été soulignés par le chef de l'État avec beaucoup d'intérêt, plus de 370 000 emplois. Contrairement à 2014 où il avait souligné avec emphase qu'on a eu à créer pratiquement 283 443 emplois. Donc, quand on regarde, le gap est suffisamment important. Il y a près de 100 000 emplois qui ont été créés. Il revient même pour nous montrer qu'il a la parfaite maîtrise des sujets. Il nous rappelle effectivement qu'entre 2011 et 2015, il y a pratiquement 175 358 emplois qui ont été créés jusqu'à ce jour. C'est dire effectivement que le gouvernement travaille à ce que la lutte contre le chômage regresse de manière résolue. C'est lieu pour nous également d'espérer effectivement que 2016 sera une année suffisamment intéressante, parce qu'il a fait également des annonces là-dessus. Il a parlé justement du développement des infrastructures avec le rattrapage numérique qui devrait justement occuper une place assez importante dans le travail du gouvernement en 2016, parce que d'ailleurs, elle a souligné, c'est une niche d'emploi incommensurable. Voilà, 2016, c'est désormais donc une belle année, dès donc ce 1er janvier, puisqu'on parle là de la baisse du prix du carburant. C'est une annonce du président de la République. On parle du relèvement des allocations familiales. C'est encore, on va dire, une sorte de bonne année du président. D'ailleurs, beaucoup de familles, je crois que beaucoup de familles ont certainement crié de joie à l'annonce de ces bonnes nouvelles. Hein. La baisse du prix du carburant à la pompe, alors que nous sommes en train, il a d'ailleurs souligné en entame de son adresse, il a souligné effectivement que les prix seront revus à la baisse à la pompe, alors que on note une baisse persistante du coût du pétrole en Monde-Vision, donc ce qui démontre en fait que beaucoup de choses sont faites à ce niveau, et je crois que les syndicalistes du domaine des transports qui avaient appelé de tous leurs voeux que cette mesure soit prise sont servis cette fois-ci. Le chef de l'État a pris certainement en compte leurs doléances. Ils l'ont souligné notamment sur nos différents plateaux. Le chef de l'État a répondu de très belle manière à cette sollicitation-là. On espère également que cette baisse du prix du carburant à la pompe aura une incidence positive dans le coût de la vie. Au-delà du coût de la vie, du coût du transport interurbain et même urbain. Parce que n'oublions pas, le coût du taxi avait été revu à la hausse à la faveur justement de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Maintenant, avec cette baisse, on espère que les 50 francs qui avaient été ajoutés dessus seront certainement enlevés. Voilà, Thierry, on va sortir là avec l'interpellation faite au gouvernement, puisque le président de la République a dit que la CONAC, Doing Business, Cameroun Invest Forum, tous ces grandes institutions-là indiquent que véritablement il y a encore beaucoup à faire. Il dit d'ailleurs que nous pouvons faire et nous devons faire, c'est-à-dire relever le défi de la croissance. Quand il interpelle le gouvernement, alors qu'il a réajusté, c'est une réponse également pour marteler l'action, l'ardeur au travail.
Oui, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a été très martial à ce niveau. Et je crois que la solennité d'ailleurs de son propos nous engage et engage d'ailleurs les membres du gouvernement à travailler davantage avec ardeur, avec vigueur justement pour relever les défis qui se présentent en 2016 parce que la CONAC est quand même une institution assez sérieuse. Quand on lit les rapports de Doing Business où on dit que la corruption quand même a joué un rôle suffisamment important dans la chute du Cameroun sur le plan macroéconomique, qui a régressé de 4 places. Ce qui est assez important, hein, c'est un élément à prendre avec beaucoup de sérieux. On espère justement que le gouvernement qui a été interpellé à ce niveau travaillera d'arrache-pied pour que cela soit le cas. D'ailleurs, il a dit que l'administration occupe une place de choix dans l'édification du pays, dans la marche vers le progrès. Il faudrait justement que cette administration travaille justement dans ce sens et il pense que les résultats sont exaltants et il pense effectivement qu'avec l'engagement de tous, ces défis sont relevables. Donc on espère que 2016, comme il a dit, sera une année de victoire. Merci donc Thierry Niopé d'avoir accepté venir décrypter à chaud et donner le regard de CamNews 24 sur le discours du 31 décembre 2015 du président de la République, Paul Biya. On va donc prendre une petite respiration, le temps d'accueillir les observateurs, ceux qui ont la liberté de critique, la liberté de regard sur ce discours. À tout de suite. Voilà, retour en plateau pour cette édition spéciale décryptage du discours du président de la République ce 31 décembre 2015. Le premier observateur, il est président du Cercle des jeunes actifs camerounais. Amadou Amadou, merci d'avoir accepté l'invitation de CamNews 24 pour venir passer au scanner cette adresse du président de la République. Merci Jerry. Je pense que c'est moi qui dois vous remercier de cette opportunité que vous avez faite à la jeunesse parce que c'est rare de voir sur les plateaux de télévision camerounaises lorsque le président de la République fait son discours de fin d'année qu'on invite les jeunes. Je pense que la jeunesse est honorée. Encore merci pour cette opportunité que vous avez donnée à la jeunesse camerounaise. Voilà. Le deuxième invité, Laurent Djikam, observateur également de la scène politique camerounaise. Merci d'avoir accepté l'invitation de CamNews 24. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir et déjà bonne année à mon vis-à-vis et bonne année à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est un honneur de pouvoir décrypter et commenter le discours du chef d'État. Nous pensons et nous espérons pouvoir être à la hauteur de cette tâche. Voilà, avec vous donc, on commence par le meilleur, c'est-à-dire ces annonces faites par le président de la République. On parle de la baisse du prix du carburant dès le 1er janvier 2016, une revendication des transporteurs. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens lambda également que vous êtes? Sur le principe, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas cracher dessus. C'est un cadeau que le chef d'État adresse à la nation. Mais permettez-nous, en tant qu'observateurs, de nous interroger sur la pertinence d'une telle déclaration. Le président dit dans son adresse que cette mesure prend effet à partir du 1er janvier, dans moins de 24 heures. On se serait attendu au moins à une communication des chiffres. Quand on dit baisse du prix du carburant, de quel pourcent, de quel montant? Est-ce qu'à moins de 24 heures, le gouvernement a le temps nécessaire pour pouvoir se réunir et voir combien on doit baisser le prix du carburant? Nous, on a l'impression que le président, comme à son habitude, est resté un peu flou, est resté un peu évasif dans ses déclarations. Toutefois, nous attendons voir d'ici le 1er janvier qu'est-ce qui aura changé, mais on ne peut pas du coup dire que c'est une mauvaise chose. Nous attendons voir cela sur le terrain. Voilà, Amadou Amadou, le président de la République, a beaucoup parlé des jeunes. Il a d'ailleurs parlé de l'augmentation de la cagnotte des emplois. On parle de 337 660 créés en 2015. Les chiffres qui datent donc de octobre, fin octobre 2015. Votre réaction pour cette annonce? On sait que la question des chiffres et de l'emploi est une préoccupation assez importante de la jeunesse camerounaise. Exactement, c'est une grande préoccupation pour la jeunesse camerounaise. On donne toujours le chiffre des emplois créés, mais on ne donne jamais le chiffre encore des jeunes qui sont en chômage. Si on nous donne par exemple le chiffre de jeunes qui sont actuellement en chômage,
Je pense que c'est juste une goutte d'eau qu'on a puisée, par exemple, dans la mer, dans le fleuve de Vouri. Plus de 300 emplois en 2015, c'est beaucoup, mais il faut également regarder le nombre de jeunes qui sont actuellement en chômage et quelles sont les opportunités qui ont été mises en place pour la création des emplois. Parce que c'est là où se trouve le plus grand problème. Peut-être avec le temps, on va essayer de développer, mais je vais aller un peu plus vite. On a parlé des emplois, on a parlé encore des créations des emplois en 2016, mais malheureusement, les emplois sortent par la bonne formation au Cameroun. Partout dans le monde, si vous êtes bien formé, vous êtes capable vous-même de créer votre propre emploi. Il faut regarder d'abord les écoles qui forment. Quelles sont les infrastructures, quels sont les matériels qui sont équipés dans ces écoles-là. Nous avons toujours dans nos écoles de formation des machines qui datent des années d'après fin guerre mondiale. Est-ce qu'avec ces machines qu'on nous donne aujourd'hui, est-ce que le jeune est capable de sortir, parce qu'on encourage beaucoup plus la création d'emplois, l'auto-emploi. Est-ce qu'avec cette formation, on a les compétences face à la mondialisation de créer nous-mêmes nos propres emplois? Voilà. Laurent, on revient un peu sur cette annonce sur les emplois créés, dont Amadou fait cas, qu'on n'annonce jamais le taux de chômage. On parle plutôt des emplois créés, et même s'il faut revenir un peu sur la qualité même de ces emplois, est-ce autant de callbox, autant de motos qu'on a offert, qu'on peut parler de création d'emplois, ou bien il faut revoir avec le boom que certains projets structurants ont connu cette année 2015? Moi, je suis d'accord avec mon vis-à-vis. Est-ce que quand on parle d'emploi créé, est-ce qu'on parle ici là d'emplois temporaires liés à certains grands projets qui ont été lancés? Si on peut les citer, Menvele, Lompanga, le deuxième pont sur le Vouri. C'est pas ça un emploi. Un emploi, c'est la permanence, c'est la durée, c'est quelque chose, c'est la carrière que vous pouvez construire autour de cet emploi-là. Mais si c'est des emplois ponctuels, moi je dis, on n'est pas encore sorti de l'auberge. De deux, est-ce qu'on a l'impression que par rapport au nombre de diplômés que l'État camerounais forme par an, le nombre de 300 000 emplois qu'on annonce avoir créé en 2015, quand on fait le ratio avec le nombre de diplômés, est-ce que vous pouvez nous donner la moyenne par Camerounais intégré? C'est pratiquement nul. Chaque année, si on prend ne serait-ce que l'université de Douala, on a au moins 10 000 diplômés qui sortent de l'université de Douala, multipliés par au moins 7 universités ou 8 universités que le Cameroun a, on est pratiquement à 80 000 emplois. Vous comprenez que les chiffres qui sont avancés, on ne va pas manquer de respect à ceux qui ont écrit le discours du président, mais c'est pour dire vrai, c'est manquer de considération pour le peuple qui souvent, on a l'impression que la réalité n'est pas sérieusement prise en compte. Voilà, dans le cadre des annonces, le président de la République parle également du relèvement des allocations familiales. Là, ça concerne les fonctionnaires. Et à côté, on voit que le Cameroun Business Forum dit qu'il n'y a pas véritablement, le climat des affaires n'est pas encore sain au niveau du Cameroun, donc il n'y a pas suffisamment de création d'entreprises. C'est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires et non pour la grande majorité de la population. Je vais dire que j'ai toujours le problème avec les populations du Cameroun. C'est normal que chacun cherche toujours à améliorer les conditions de ses vies. Ce que moi je vais dire, nous le peuple camerounais aujourd'hui, on ne vit pas, on survit. Il ne faut pas qu'on accepte que nos enfants, la future génération aussi, vivent dans les mêmes conditions que nous sommes en train de vivre. J'ai été étudiant à l'université, particulièrement à l'université de Douala. On donnait aux étudiants une bourse, la fameuse bourse, soit la prime présidentielle que j'appelais poison, parce que c'est pas tout le monde qui méritait ces bourses-là. Il n'y avait pas des infrastructures là où on peut former les étudiants. Et on vous dit que vous êtes meilleur, on vous donne jusqu'à 5 milliards. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous consommons chaque année 5 milliards plus 3 milliards de la première année lorsque cette bourse a été allouée. Donc, vous voyez, c'était des dépenses inutiles alors qu'il y avait des priorités à faire. Je reviens sur votre question en disant que la baisse de prix de carburant, c'est bon, c'est bien beau, mais nous avons des projets actuellement
où il faut financer ces projets-là. Le grand frère avait cité tout à l'heure, par exemple, le barrage de Lompangar, le pont en eau profonde de Kribi. Où est-ce qu'on va avoir ces moyens? Ce sont les Camerounais qui doivent normalement financer ces projets-là. C'est une opportunité qu'il y a eu, la baisse de prix de carburant partout dans le monde, mais nous, on devrait normalement conserver ce prix-là pour que les revenus, les bénéfices de ces produits pétroliers puissent financer nos projets. D'ici 10 ans, je pense qu'on va s'en sortir. Mais vous allez voir d'ici la fin d'année qu'on a encore lancé une nouvelle empreinte obligataire pour le financement de nos projets. On rentre là dans la logique des défis, les enjeux même tels qu'évoqués par le président de la République. Là, on s'arrête sur le volet sécuritaire. 2015, pas forcément une année tranquille pour les Camerounais. Et peut-être que le grand ramdam, la mobilisation, peut peut-être donner un peu de quiétude à ces populations de l'extrême nord. La sécurité, c'était un pan important du discours du président de la République. Effectivement, je pense que si nous faisions un peu la répartition du temps que le président a accordé à cette question, on sera à l'évidence que c'est un point qui a pris pratiquement la moitié de son intervention. Et ceci étant dit, on est d'accord que 2015 a été une année sérieusement difficile parce que notre intégrité a été menacée par cette bande de voyous. Dieu merci, avec cette mobilisation qu'on a eue autour, avec la coopération sous-régionale et internationale, on est arrivé progressivement à contenir, on ne va pas dire éradiquer, à contenir cette menace-là. Maintenant, il faut rester vigilant. Il faudrait que pour 2016, qui pointe déjà à l'horizon, que le président de la République crée davantage la cohésion nationale, parce qu'on a l'impression que cette histoire se limite seulement aux hommes en tenue. Le peuple camerounais veut vivre cette situation difficile avec ceux du Grand Nord. On n'a pas l'impression qu'il y a une fédération. Moi, en venant de chez moi, quand je traversais les différents quartiers, je n'ai pas l'impression que les gens sont soucieux de ce que vivent nos frères de l'extrême Nord. Donc, il faut arriver à créer cette union, cette cohésion autour de ces menaces terroristes-là. Et ça ne peut que venir le premier des Camerounais, qui est le chef de l'État. Mais il a si bien fait de relever que la question sécuritaire était un point majeur en 2015. Voilà, Amadou, le président rend hommage aux soldats, rend hommage aux victimes de Boko Haram dans son discours, alors qu'une grande partie de l'opinion dit qu'il n'est pas forcément présent aux côtés de ces personnes-là et que peut-être cela aurait été une plus-value dans la considération, dans la solidarité, l'effort de guerre contre ce Boko Haram. Exactement, la présence du président de la République à côté des victimes, à côté des combattants, ça devrait beaucoup motiver ces hommes qui sont actuellement sur le terrain, la force armée, y compris le comité de vigilance. Mais il faut souligner quand même que c'est là où, personnellement, j'ai rejoint le président de la République parce que il semble qu'il est bien informé de ce qui se passe à l'extrême nord parce que dans son bilan, il a cité toutes les parties prenantes à ce combat-là. Il a jusqu'à parler des comités de vigilance et ce sont des associations, des habitants qui s'organisent pour également faire une sorte de barrière à l'avancée de Boko Haram et qui rend également des informations aux autorités ainsi qu'à la force armée. Le président est informé. Nous espérons qu'il sera en 2015 quand même, en 2016 je vais dire, à l'extrême nord pour motiver l'ensemble de personnes qui aujourd'hui mènent un combat farouche contre Boko Haram. Voilà, Laurent, avec vous également, on traverse un autre pan pour évoquer l'émergence. Le Cameroun, le président est revenu sur l'urgence et surtout que le plan d'urgence soit matérialisé, même si il a rajouté qu'il ne serait peut-être un parallèle au plan économique du Cameroun, c'est juste un appui. Le plan d'urgence est revenu, il faut redynamiser l'agriculture de seconde génération, il faut industrialiser le pays. C'est des éléments assez importants si on veut être émergent et rattraper le gap. Je suis d'accord que c'est des éléments assez importants, mais dans une adresse comme celle-là, on se serait attendu au moins à une communication assez marquée de la part du président. Il se limite sur des orientations. Ça fait
2 à 3 ans qu'on Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la boussole. Mais quelle évaluation qu'on a fait? Est-ce qu'on a donné les moyens au gouvernement de mettre effectivement en place ce plan d'urgence ou bien ce plan de l'émergence? On a l'impression que le président se limite encore au niveau des vœux. Ce n'est plus ça qui nous importe. Pour nous, le plus important, c'est des orientations fortes. Par exemple, j'ai instruit, voilà comment un président qui veut amener son gouvernement à travailler doit s'exprimer. J'ai instruit mon gouvernement à faire, par exemple, à compter de faire telle chose. Par exemple, sur la question du carburant, il a dit, à partir du 1er janvier, le carburant va connaître une baisse. Voilà, au moins, c'est une annonce, même si elle est discutable, au moins, c'est forte. Pour le plan d'urgence, ça va dans tous les sens. On a le document de stratégie de la croissance et l'emploi. On a le plan d'urgence. On aura encore d'autres programmes qui vont être mis en place. À un moment donné, on va vivre un cafouillage qui ne va pas nous permettre d'avoir un cap véritablement sur l'émergence. Donc pour nous, ça reste encore un peu sceptique. Et pour atteindre l'émergence, le président demande à son gouvernement d'avoir la culture du résultat, d'être inventif, d'être dans ceux qui pratiquent l'ardeur au travail. On a souvent vu que le président tire un peu les oreilles, entre guillemets, au gouvernement à chaque fois, et que véritablement, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une amélioration dans le contenu de l'activité gouvernementale. Exactement, et c'est dommage pour notre pays. Parfois, le président de la République lui-même en personne, il impose ses instructions qu'il n'applique pas. On se rappelle en 2013, je pense, où le président avait porté le doigt sur le gouvernement parce qu'il disait que nous avons toutes les personnalités nécessaires pour que notre pays avance, mais le pays n'avance pas. On attendait à ce qu'il ait un remaniement, malheureusement, jusqu'à 2 ans plus tard que nous voyons. Mais tout ça, ce n'est pas un problème, moi je dis. Parce que dans notre pays, nous parlons toujours de corruption, de détournement de fonds publics, de favoritisme. Ce sont des mots sociaux que je condamne comme tout le monde, qui existent dans tous les pays du monde. Le problème que le Cameroun n'a pas compris, c'est parce qu'on ne responsabilise pas la jeunesse. Il y a eu un remaniement. Nous avons plus de 50 ministres, y compris, si on cite par exemple les diplomates, les ambassadeurs, tous ces beaux mondes qui portent le rang de ministre, ce n'est pas moins de 200. La jeunesse a demandé quelque chose qui la revient, c'est-à-dire le ministère de la jeunesse, pour pouvoir aussi contribuer de manière efficace, parce que c'est la jeunesse qui a la force, c'est la jeunesse aujourd'hui qui a l'expertise pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner ce gouvernement-là dans le cadre des réalisations de ce que nous avons comme les projets industriels. Mais malheureusement, c'est le président de la République qui cite toujours la jeunesse dans ses discours, c'est le fer de lance de notre nation, c'est la majorité dans notre pays, mais la jeunesse n'est jamais représentée dans son gouvernement. C'est là où se trouve le problème. Avec Laurent, on traverse pour parler maintenant de la CAN qui arrive, parce que le président a également évoqué, a instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que cet événement soit une réussite pour le Cameroun. Au regard de la situation actuelle, nous sommes en 2015, à pratiquement 10 mois de l'échéance. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses bougent dans la construction des infrastructures, dans la mentalité, dans la préparation même du terrain pour les gens qui vont arriver dans notre pays? Je pense que nous risquons de vivre, je ne veux pas dire un échec, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'à moins de 10 mois, on ne vit pas encore l'effervescence des grands événements. Pour organiser une compétition comme la CAN, ce n'est pas en 10 mois qu'il faut se préparer, c'est longtemps à l'avance. Est-ce que vous avez l'impression que les stades qui doivent habiliter cette compétition ont déjà fait leur toilette? Je ne pense pas. Vous allez permettre de faire une petite entorse à votre question. Quand le président demande à son gouvernement d'être inventif, d'avoir de l'ardeur de travail, vis-à-vis, il a si bien expliqué, je veux quand même dire une ou deux choses. Mais on ne peut pas demander aux gens de 77 ans, 80 ans qui sont dans le gouvernement d'être inventifs. Il y a un âge où on n'invente plus, il y a un âge où on est plus, comment on dit ça, on est plus dynamique. Donc c'est pas possible. On a l'impression que le président, de 2 choses l'une, ou son discours n'est pas pour nous, ou bien ceux qui écrivent le discours induisent le président en erreur. La moyenne d'âge des ministres au Cameroun, on n'a pas les ministres de 40 ans, on n'a pas les ministres de 35 ans, ça n'existe pas. Mais comment demander aux gens qui sont fatigués
fatigués, qui doivent aller se reposer, d'être inventifs, d'être ingénieux. Ce n'est pas possible. Il y a un âge où on ne réfléchit plus. Maintenant, par rapport à votre question, 2016 est là, la CAN est dans 10 mois. Vous avez les ministres, pour la plupart, ils sont malades. Comment un ministre qui impulse l'action dans son département, par exemple, si on prend le ministère des Sports, qui doit organiser la CAN, il n'a pas moins de 50 ans. Pour la plupart, l'état de santé est chancelant. Comment un monsieur comme ça va impulser la dynamique pour qu'on organise tout ce qui va avec? Le ministère du Tourisme, c'est un retraité qui doit aller se reposer. Comment est-ce qu'il va organiser tout ce qui est l'aspect touristique? Le ministère des Arts et de la Culture, bon, il a un âge raisonnable, mais est-ce qu'il a les moyens pour mener à bien tout ce qui va avec? Donc, mon frère, il a été suffisamment clair. Le problème du Cameroun, c'est qu'on n'a pas affaire aux gens comment on dit ça, qui ont encore du jus, qui ont encore de l'énergie nécessaire pour porter les projets que le président instruit pour la nation. Nous demandons en 2016 que le président fasse confiance aux jeunes. Nomme des jeunes à des postes ministériels et il verra qu'il ne sera pas déçu. Voilà, le sport, ça a également été une grande partie du discours avec cette CAN de 2016 qui sera un coup d'essai pour voir un galop d'essai pour le Cameroun, pour voir si véritablement en 2019 on va relever le grand défi de la CAN des hommes. Votre regard sur l'état actuel des choses et l'urgence de cette CAN qui est justement déjà là? Il faut dire à l'état actuel des choses, il faut que nous soyons honnêtes quand même, parce que moi je ne suis pas un homme politique. Ça n'avance pas. Nous faisons le tour toujours dans le stade. Si on regarde par exemple le stade omnisport de Yaoundé, qui est notre stade phare, y compris celui de Douala, actuellement ce n'est que le stade de Limbe, qui est un nouveau stade qui respecte un peu les normes internationales en matière d'esthétique et non du fond, parce que les dimensions de ce stade-là ainsi que la capacité à contenir les supporters, je ne pense pas que si ça peut respecter les normes. Donc c'est un grand travail qu'il faudra faire et là il faudra l'implication de tous les Camerounais. Il faut tout simplement que l'État donne l'opportunité à tous les Camerounais de participer à ce combat-là. Il faut par exemple les hôtels, il faut également par exemple des applications qui vont permettre aux visiteurs de se retrouver dans tous les endroits, parce que ça existe ailleurs. Dès que vous arrivez par exemple dans un pays, ici en Afrique, je prends la Côte d'Ivoire qui sort de quelques années de guerre civile. Si vous arrivez là-bas, j'ai un ami qui a fait un tour là-bas, qui m'a dit, dès qu'il est arrivé à l'aéroport, on lui a présenté une application et il a téléchargé dans son téléphone, qu'il a guidé dans toute la ville d'Abidjan. Donc il faut que l'État comprenne tout le monde, il faut appeler tout le monde à la construction de cet édifice-là pour que nous ayons une bonne organisation sportive en 2016 et en 2019. Voilà, on va rentrer en gare pour cette analyse, ce scanner à chaud du discours du président de la République. Alors Laurent Ndikam, en un mot, qu'est-ce que vous avez retenu et quelles ont été vos déceptions ou bien vos espoirs autour de ce discours du 31 décembre 2015 de Paul Biya? En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à des grandes annonces. Toutefois, mon attention a été marquée par deux déclarations de la part du président de la République. C'est la baisse à partir de demain du prix du carburant. En tant que consommateur de cette denrée, j'attends voir jusqu'à quel niveau la baisse sera effective. La deuxième déclaration, c'est au niveau des allocations familiales, l'augmentation cette fois-ci des allocations familiales. Je suis un peu embêté parce que ce n'est pas avec l'augmentation des allocations familiales qu'on augmente le pouvoir d'achat dans un pays. Les allocations familiales, ce n'est que pour les travailleurs et malheureusement, le taux qui est appliqué actuellement, si je m'abuse, est de 1700 francs par mois par enfant, ne serait-ce que sur cet aspect-là. Lorsqu'on va le réévaluer, il sera à combien? Moi, je me serais peut-être attendu, comme déclaration forte, là c'est ma plus grande déception, que le salaire minimum qui est appliqué, qui est de 37 000 poussières, soit relevé, ne reste que point de début à 100 000 francs. Vous imaginez comment on peut vivre au Cameroun avec moins de 100 000 francs? C'est pas possible. Quand le président se limite seulement au niveau des allocations, j'ai l'impression que le président évite de toucher le problème au fond et il est resté constant dans sa démarche, c'est-à-dire fuir les problèmes importants
et divertir les Camerounais avec des choses qui n'ont pas de pertinence. Voilà. Amadou, votre avis également, en un mot, ce que vous retenez de ce discours du 31 décembre 2015? Dans son discours, il a beaucoup plus parlé de la sécurité. Je vois le président qui se préoccupe beaucoup plus de l'insécurité qui règne aujourd'hui dans notre pays. J'espère tout simplement parce qu'il a réitéré un peu ses engagements à combattre Boko Haram. J'espère tout simplement qu'en 2016, on va voir le président à l'extrême nord pour motiver tous les combattants contre Boko Haram à mener bien ce combat-là. Sa présence est très importante. Voilà, merci donc à tous les deux d'être venus sur le plateau de CamNews 24 pour cette édition spéciale. Analyse du discours du président de la République adresse à la nation le 31 décembre 2015. Nous étions également avec Thierry Niopé, journaliste à CamNews 24. Merci à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques pour vous avoir donné de vivre cet événement en direct. Bonne suite des programmes sur CamNews 24. Bonne année à tous.